Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve pour, vous l'aurez vu dans le titre, un bilan du premier semestre de l'année 2025. Alors oui, comme d'habitude, je suis en retard, mais bon, vous commencez à vous habituer, je pense. Vous l'aurez peut-être remarqué aussi que l'image est peut-être un petit poil différente de d'habitude, tout simplement parce que j'ai changé de matériel, j'ai changé de caméra, j'ai changé de micro, donc je vais faire des petits réglages au fur et à mesure, donc soyez pas étonnés si ça bouge un petit peu dans les prochaines vidéos qui sortiront. En tout cas, on est parti pour ce bilan de l'année 2025, ce premier semestre qui, ma foi, a été plutôt bien rempli pour moi. Il s'est passé vraiment plein de choses, j'ai beaucoup lu, donc c'est somme toute un bilan très positif. J'ai commencé l'année au 2 janvier 2025. Je possédais 2314 mangas, ce qui est déjà un chiffre assez conséquent. Mais bien sûr, j'ai continué à acheter pendant ces 6 premiers mois. Et au total, j'ai acheté 359 tomes sont venus rejoindre ma mangatech. Acheter ça correspond pas forcément, notamment parce que mon copain m'achète des mangas à la période notamment de la Saint-Valentin. J'ai également eu mon anniversaire au mois de juin où on m'a également offert des mangas. Donc voilà, c'est pas vraiment acheté. Voilà, c'est 359 mangas qui ont rejoint ma mangatech pour au total environ 1500 € de dépenses. Alors, je m'attendais clairement pas à un chiffre aussi élevé. Mais après, en me penchant sur les ventes, j'ai compris pourquoi j'avais eu un budget aussi conséquent. Tout simplement parce que j'ai vendu un peu plus de 200 tomes pour un total de 900 € environ. Ce qui fait que techniquement de mes sous à moi, il n'y a que 600 € qui sont partis, soit un budget par mois de 100 €. Ce qui tout de suite me semble un peu plus logique. Donc oui, c'est vrai que c'est de l'argent que j'aurais pu mettre de côté potentiellement pour autre chose, mais c'est vrai que les mangas c'est ma passion. Si vous êtes là, je pense que c'est votre passion aussi. Et de toute manière, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà. Donc moi j'ai envie de mettre mes sous là-dedans, je mets mes sous dans les mangas. Au total, j'ai démarré 15 nouveautés sorties cette année, mais je n'en ai continué que 10. Voilà, je m'en suis déjà séparée de 5. Et j'ai également commencé 13 séries qui sont un peu plus anciennes. Donc c'est plutôt un bilan positif. Voilà, 23 nouvelles séries qui viennent s'ajouter à ma mangatech sur les 6 premiers mois. Je trouve pas ça forcément choquant. Je suis assez contente de m'être calmée sur les nouveautés de l'année, vu que l'année dernière j'avais acheté plus de 60 nouvelles séries. Voilà, ce qui est absolument énorme. Donc là, 15 dont 5 dont je me suis déjà séparée, je me dis, je suis dans mon objectif de l'année, là pour le coup, je m'y suis tenue. Et j'ai également 15 séries qui se sont finies tout au long. Donc ça, pareil, ça fait toujours plaisir de voir ces séries se compléter au fur et à mesure. Alors, je m'étais fixé quelques objectifs de séries à compléter. Tout simplement parce que quand j'ai préparé cette vidéo au début du mois d'août, je possédais 2500 mangas tout pile, j'avais 52 tomes manquants et 108 tomes dans ma pile à lire. Sauf que là je tourne et on est début septembre et tout simplement ces chiffres ont déjà évolué et mes objectifs ont déjà évolué parce que je m'étais mis en objectif d'achat de terminer la série Trace, ce qui est fait, de terminer Skip Beat, ce qui est fait, et d'être à jour aussi sur les mémoires de Vanitas, ce qui est également fait. Donc là, en termes d'achat pour la fin de l'année, j'avoue, je sais pas trop quoi me fixer. Peut-être enfin commencer une grosse série. J'hésite beaucoup entre la série que je vais commencer. J'hésite soit à me lancer sur Yona, Princesse de l'Aube, j'en ai déjà pas mal parlé sur d'autres vidéos. Également Détective Conan qui me fait énormément envie. Voilà, donc je sais que j'aimerais commencer une grosse série, je sais pas encore laquelle, il va falloir que je réfléchisse et aussi ça va se faire selon les opportunités que j'ai, je pense, en termes de tomes d'occasion. Parce que c'est vrai que je préfère généralement commencer les séries en occasion et ensuite les compléter en neuf, juste... on va dire c'est une sorte de petite prise de risque. Voilà, quand je commence une nouvelle série, je préfère
acheter en occasion, comme ça si je revends, je me dis c'est pas trop grave non plus. On va donc pouvoir passer maintenant à mon bilan lecture de ces 6 premiers mois. Il faut savoir que j'ai lu pas moins de 585 mangas, donc pareil, un très bon rythme de lecture sur ces 6 premiers mois, je suis vraiment ravie. Je pensais que mon rythme allait baisser avec le mois de juillet, août, etc. Maintenant que j'ai trouvé un travail, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, donc forcément ça change beaucoup le rythme d'une journée par rapport à quand j'étais au chômage. Mais mine de rien, alors je fais plus autant, mais je reste quand même sur un très bon rythme vu que généralement j'oscille vers quand même les 70-80 tomes lus par mois. Donc voilà, c'est un bon rythme de croisière que j'espère garder. Et du coup, je vous ai fait une petite sélection de titres qui m'ont marqué sur ces 6 premiers mois. Donc je vais vous parler des meilleures nouveautés de l'année, je vais vous parler des meilleures séries commencées, les meilleures intégrales que j'ai lues, ainsi que les meilleurs webtoons. Donc avant, j'avais fait un tableau où vraiment j'avais élu par catégorie un titre lu par mois, mais au final je trouvais que c'était un peu long et je trouvais que d'un mois à l'autre il y avait des tomes ou des séries qui ne se valaient pas, donc finalement j'ai vraiment fait ma sélection au feeling, donc je vais vous présenter tout ça. On commence avec du coup les nouveautés de l'année qui m'ont beaucoup plu, avec tout d'abord Ils étaient 10, qui est une série terminée en 3 tomes dont j'ai déjà lu l'intégralité, qui m'a énormément plu tout simplement parce qu'on est sur la retranscription d'un roman d'Agatha Christie en manga et c'est un style thriller que j'apprécie toujours autant, c'est vraiment le style qui fait mouche avec moi. Je vais pas rentrer trop dans le détail des titres, je vais juste essayer de glisser un petit commentaire parce que sinon je pense que la vidéo serait interminable et que j'ai juste envie que ce soit une petite vidéo conviviale, pas trop longue non. Donc on enchaîne avec une autre nouveauté de l'année qui est du coup l'intégrale de Stardust Family qui était sortie au mois de février, mais moi je me le suis procuré que vers le mois de mai il me semble, et ça a été un très gros coup de cœur pour ce petit diptyque qui a une ambiance très particulière. Il y a une toute petite pointe de dystopique et dans un univers où on va parler en fait des parents qui doivent passer un permis pour avoir le droit d'avoir des enfants, et c'est très intéressant de voir l'univers qui a été construit par l'autrice ou l'auteur d'ailleurs, je ne sais pas. Mais ça c'est vraiment une très grosse recommandation. Et ensuite c'est 3 titres romantiques qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, alors que quand je m'étais remis dans les mangas, la romance c'était vraiment un style qui m'attirait pas vraiment, mais vraiment depuis l'année dernière c'est un genre qui me plaît de plus en plus parce que je trouve que c'est une véritable petite bulle de douceur en général quand on se plonge dans des titres romance, c'est très cocooning, c'est très plaisant, donc voilà, cette année il y a C'est de l'amour, crois-moi, qui m'a totalement conquise. D'ailleurs c'est sorti seulement au mois de juin, donc c'est quand même assez récent. Quoique non, ça doit être plus vieux parce que on est déjà au tome 3. Pour ce titre, on est sur une romance où on a une jeune fille qui est très... comment dire, qui veut toujours se débrouiller seule, et elle va enfin laisser quelqu'un un peu rentrer dans son univers et ça en fait un couple extrêmement attachant. Pour Bloom, on va être sur une romance extrêmement douce, encore plus douce que C'est de l'amour, crois-moi, qui a un côté peut-être un peu moins réaliste, c'est peut-être un peu plus utopiste, mais ça fait que pour moi c'est un couple chouchou. Vraiment tous les passages avec eux qui sont juste remplis de mignonnerie absolue me font fondre, donc pareil, un énorme coup de cœur de cette année. Et d'ailleurs il y a l'anime qui vient tout juste de démarrer sur Netflix, il faut absolument que j'aille regarder les 2 premiers épisodes. Et du coup, pour terminer dans les nouveautés de l'année qui m'ont vraiment plu, il y a La Servante de l'Empereur, qui se situe dans une Chine impériale, donc vous ne serez pas dépaysé si vous avez déjà lu Les Carnets de l'Apothicaire, si vous lisez Remède impérial ou ce genre de choses. Et on va suivre une fille de bonne famille qui refuse de se marier à l'empereur qui a seulement 5 ans et va donc devenir gouvernante pour lui. Sauf qu'elle va se rapprocher au fur et à mesure de Soren qui est l'intendant et l'oncle de l'empereur. C'est une lecture dont j'attendais pas grand chose, je m'attendais à quelque chose d'un peu utopiste, un peu tranquille, et effectivement c'est le cas, mais les caractères sont si bien écrits, il y a énormément d'humour aussi qui est apporté, et ce côté Chine impériale est toujours aussi plaisant. Enfin pour moi franchement c'est un univers qui
qui me transporte, qui me fait voyager, qui me fait m'évader. Si on rajoute une belle romance par-dessus, et ben moi je suis totalement satisfaite. Ensuite, je vais parler de séries qui sont un peu plus anciennes, voire beaucoup plus anciennes, mais que j'ai seulement découvert cette année, avec tout d'abord l'intégralité des tomes de Radiant. Je me suis fait un énorme marathon au mois de janvier, et c'était un pur kiff. J'ai adoré l'univers. J'ai eu un peu de mal, il me semble, avec les 2-3 premiers tomes, mais une fois que l'univers était vraiment bien mis en place, et bah l'histoire se déroule de manière si fluide. Pareil, les personnages sont extrêmement bien construits, et surtout l'univers. L'univers est hyper intéressant, il y a beaucoup de thématiques très importantes qui sont abordées, comme la discrimination, le féminisme, tout ça. Enfin, il y a vraiment une palette de thématiques variés et qui sont des sujets importants, et du coup c'est un manga qui sensibilise là-dessus et dans un univers absolument magique que j'ai adoré. Franchement je suis extrêmement fan de ce manga, je pense que ça devient mon manga français préféré, alors que voilà, de base Radiant, j'ai eu un peu de mal à aller vers lui à cause de la longueur de la série, et maintenant je regrette qu'il n'y ait pas plus de tomes. Ensuite, grâce à une recommandation de Belle Book sur YouTube, j'ai commencé Full Night, qui est une série actuellement en cours avec 9 tomes, si je me trompe pas. Je suis à jour parce que, pareil, une fois que j'ai commencé, je ne pouvais plus m'arrêter. C'est un univers dystopique qui est très particulier vu qu'il n'y a plus de soleil, tout simplement, et pour avoir de l'oxygène, il y a une sorte de système où on propose à des êtres humains de se faire transflorer, donc de devenir des plantes qui vont nous permettre du coup de produire de l'oxygène et de faire survivre le reste de la race humaine contre de l'argent. Et on va suivre un jeune garçon qui s'est justement fait transflorer, mais suite à cette transfloraison, et il va avoir un peu une particularité, une sorte de pouvoir un peu psychique qui va se développer vu qu'il va pouvoir communiquer avec les autres plantes. Voilà, avec les autres humains transformés en plantes. C'est un univers très sombre, mais ce que j'ai énormément apprécié, c'est qu'il y a beaucoup une ambiance un peu thriller, une ambiance enquête. On essaye de comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe, et c'est passionnant. Voilà, pareil, toutes les séries là que je vais vous présenter, c'est des séries que quand tu commences, tu ne peux plus t'arrêter, tu veux aller au bout de ta lecture, et Full Night en fait totalement partie. Une série qui fait parler d'elle depuis quand même longtemps, surtout que l'autrice est assez célèbre avec son premier titre qui est Pandora Hearts. Je parle du coup des Mémoires de Vanitas. J'avais regardé l'animé qui m'avait plu mais sans plus. Et là c'est un gros coup de cœur pour le manga, déjà parce que ce sont des gros pavés, que le dessin est absolument enchanteur. Quand il y a des doubles pages, et ben on en prend plein les yeux et c'est absolument trop kiffant. Et j'aime beaucoup en fait ce mélange d'un Paris qui a existé, un Paris ancien mais avec une petite touche de fantastique. Je trouve que l'équilibre est vraiment très très bien trouvé. Et en plus de ça, l'histoire, bien qu'elle puisse paraître un petit poil classique de prime abord, et bien ça fonctionne trop bien. Voilà, ça fonctionne trop bien. Cet humain qui possède un grimoire qui est censé on va dire transformer les vampires en monstres, qui finalement est là pour les sauver. Voilà, il y a aussi une histoire de complot derrière. C'est assez dur en fait de vendre les Mémoires de Vanitas sans spoiler, parce que vraiment je veux vous laisser la surprise de découvrir ce titre si vous l'avez pas encore fait. Il vaut vraiment le détour. Ça prend quand même un petit peu de tome, je trouve, vraiment à se mettre en place, mais comme l'univers est enchanteur dès le premier tome, voilà, le premier tome il passe tout seul. Je me disais juste bon j'ai hâte de voir quand même où ça va aller, et ça met peut-être voilà, à partir du tome 4 vraiment ça décolle de ouf, et à partir du tome 4 tu lis les tomes qui sont pourtant vraiment épais à une vitesse absolument folle. Donc un gros coup de cœur pour cette série qui me donne envie du coup de me pencher sur Pandora Hearts. Surtout que la version Perfect Edition est très très jolie, donc je pense que ce sera l'occasion pour moi de la commencer. Bon, faut quand même un petit peu de romance dans cette catégorie avec Studio Cabana, qui est pas une série si vieille que ça, qui est actuellement en cours avec 7 tomes chez Delcourt Tonkam. D'ailleurs, je vais pas préciser les maisons d'édition pour les autres, mais si vous vous intéressez, n'hésitez pas à regarder bien sûr le titre sur internet.
C'est une romance où de base j'y allais vraiment à reculons parce que le synopsis ne me faisait pas envie, mais il y avait tellement de bons échos que je me suis dit que j'avais pas envie de mourir bête, que j'avais quand même envie de lui donner une chance. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé, je me suis fait happer, il y a la romance, elle est si pure, le dessin est si beau, et il y a une telle complexité aussi dans les sentiments des personnages qui sont quand même... c'est pas du tout des personnages lisses comme on peut avoir l'habitude dans certains shoujo. C'est vrai que dans certains shoujo parfois c'est quelque chose que je peux reprocher, c'est que on a un peu des copier-coller des personnages d'une série à l'autre. Là pas du tout, ils ont plein de petits défauts qui sont mis en avant, il y a plein de difficultés un peu psychologiques qu'ils peuvent rencontrer qui sont expliquées, et ça fait qu'on s'attache aux personnages puissance 1000 et on se retrouve dans un triangle amoureux qui est quand même assez particulier. Et on a plaisir à les suivre dans leurs sentiments qui s'entremêlent. Et c'est très très beau, c'est très bien écrit, c'est un manga qui te happe et qui en plus est magnifique. Enfin, souvent je trouve que les couvertures sont sublimes. Donc voilà, une belle romance, encore une fois découverte cette année. Et pour terminer dans les découvertes de l'année, voilà, c'est ce gros pavé que je vous présente, que j'avais gagné d'ailleurs sur un concours sur Instagram de Emily Alloc et... je sais pas le nom, et de Shadé, je crois, Shadé, je ne sais plus, je mettrai les informations. Et du coup voilà, l'atelier des sorciers, j'avais acheté les tomes en édition simple au mois de décembre, et du coup j'ai fait toute ma lecture au mois de février, je crois, j'ai attendu un petit peu. Et je me suis plongée dans cet univers magique qui est très très beau, qui est très poétique, et qui est beaucoup plus sombre que ce à quoi on peut s'attendre. Donc j'ai été vraiment surprise. Encore une fois, des thématiques très dures sont abordées tout au long du récit, qui est du coup en cours avec 14 tomes actuellement, qui du coup possède deux versions, la version simple, la version collector et la version perfect. Je sais pas, la version grimoire, voilà, c'est ça le terme exact, avec ses dorures et ce dégradé bleu, vert, etc. qui est magnifique. Voilà, pour l'instant j'ai que ce tome là dans cette édition, mais je compte faire toute la série dans cette édition. J'ai revendu mes tomes simples pour pouvoir avoir ce magnifique objet entre les mains. Donc pour l'atelier des sorciers, on suit une jeune humaine, Coco, qui rêve d'être une sorcière. Sauf que les sorciers, tout le monde pense que c'est quelque chose d'héréditaire, sauf que Coco va apprendre malgré elle qu'en fait non, il suffit de savoir dessiner pour pouvoir accéder à la magie. Malheureusement, ça va se retourner contre elle et elle va provoquer une catastrophe qui fait qu'un sorcier va la prendre sous son aile, et on suit tout son apprentissage auprès de autres jeunes filles. D'ailleurs je crois elles sont 3 au total, donc elles sont 4 sous la surveillance de Kifrey, qui est du coup leur maître. C'est passionnant, c'est doux, c'est un peu dur. J'aime beaucoup le fait que vraiment chaque petite a sa personnalité, que chacune elles sont mises en avant. Alors Coco reste notre personnage principal, mais il y a quand même un effort qui est fait sur leur personnalité, qui sont bien marquées, sur leur passé, sur leur manière de réfléchir, qui est passionnant. Et pour l'instant j'adore là où l'histoire nous emmène. Franchement, plus on avance dans les tomes, mieux c'est. C'est incroyable comment cette autrice... Il y a rien à acheter en fait, il n'y a aucun moment dans l'atelier des sorciers où je me suis dit ah tiens là c'est un petit peu en dessous. Non, c'est qu'elle lit de tout du long, et en plus le récit prend vraiment en puissance de tome en tome. Donc très très belle découverte. C'est une bonne idée en final de découvrir 2 tomes en même temps, parce que c'est vrai que moi à la lecture du premier tome j'étais un peu sceptique. Donc là je suis contente que les gens puissent peut-être redécouvrir la série sous ce format. Ensuite, un petit tour d'horizon sur les webtoons que j'ai adoré lire en ce début d'année, avec tout d'abord Seule la mort attend la vilaine. Il fait beaucoup parler de lui, il a carrément des collectors, etc. Donc ça montre que c'est un titre qui est quand même très attendu. Et pour l'instant, tous les tomes qui sont sortis cette année, donc le 5, 6, 7 il me semble, ils sont géniaux. C'est un très très grand kiff. À chaque fois que je le lis, je me dis que le tome suivant ne pourra pas être aussi bien, et ça arrive quand même à me surprendre. Donc j'aime beaucoup cette romance. Seule la mort attend la vilaine, c'est le synopsis ultra classique d'une femme réincarnée dans une méchante, mais c'est si bien écrit, c'est si bien fait que vraiment
On a plein de rebondissements, il y a plein de surprises et ça fait que même s'il est entre guillemets comme les autres, eh bien il n'est pas comme les autres. Voilà, donc pour ça il faut le lire pour découvrir. La très belle surprise de l'année aussi, ça a été la nouvelle chef de clan. Je crois que j'en avais acheté le tome 1 à la fin de l'année 2024 et du coup j'ai lu les tomes 1 à 4 sur cette année 2025 et j'ai absolument adoré tout ce que j'ai pu lire de cette série. C'est un récit qui prend le temps de se développer et ça j'apprécie énormément, notamment parce que là on vit du coup sur une réincarnation, alors pas méchante, elle se réincarne juste dans son elle enfant, et ce que j'apprécie beaucoup c'est qu'on va suivre pendant longtemps en fait sa phase enfant, parce que souvent on va dire une héroïne va revenir à ses 8 ans, 10 ans, 12 ans, et on va skip jusqu'à sa partie adolescente, alors que là, Firencia, notre personnage principal, et dès ses 6 ans, je crois, elle va mettre des choses en place pour améliorer son futur. Elle va également essayer d'améliorer les conditions de vie de son père, etc. Enfin, c'est extrêmement intéressant et c'est très très politique parce que la famille de Firencia est assez particulière. C'est la famille la plus puissante de son royaume, outre la famille royale, ou en tout cas ils sont quasiment au même niveau. Et elle va démontrer au patriarche de la famille que il n'y a pas mieux qu'elle pour diriger en fait. Et c'est vraiment très plaisant ce côté complot politique qu'il peut y avoir dans la famille mais également en dehors. Ensuite, je vais parler de Let's Play tout simplement parce que j'ai acheté le tome 4 au mois de janvier ou de février, je ne me rappelle plus. Et ce tome 4 était un gros coup de cœur, tout simplement déjà parce qu'il clôture la saison 1 de ce manoir, de ce webtoon, qui suit Sam, qui est quelqu'un qui a énormément de complexes dans sa vie, qui est fan de jeux vidéo et que son rêve c'est de lancer son propre jeu. Elle travaille pour la compagnie de son père dans le milieu informatique, je sais plus exactement ce qu'elle fait. Mais voilà, du coup elle fait ses jeux indés sur le côté, on va dire, et en même temps elle a sa vie normale à côté. C'est quelqu'un qui est extrêmement timide, extrêmement renfermé sur elle-même, et du coup elle a beaucoup de mal avec tous les comportements sociaux, on va dire, tous les codes sociaux en général. Et un jour, il y a un YouTuber qui va jouer à son jeu indé et elle va se faire matraquer. Sauf que, manque de chance pour elle, et ce fameux voisin va s'installer juste à côté de chez elle. Et du coup, ils vont avoir une relation un peu houleuse qui va démarrer. C'est hyper prenant, hyper touchant. C'est un manga qui arrive à la fois à me faire mourir de rire et à la fois arrive à me faire pleurer parce que c'est surtout dans l'émotion que c'est communiqué. C'est extrêmement bien fait sans que ce soit non plus lourd ou larmoyant. Donc il y a un très bon équilibre à l'intérieur. Et pour moi, c'est l'un vraiment des meilleurs webtoons romance qui existent. Voilà, je connais aucun autre qui lui ressemble et qui est à son niveau. Donc encore une fois, une très grosse reco, même si je pense que Kotun abandonne un peu ce webtoon parce que depuis que le 4 est sorti en fin d'année 2024, eh bien pas de news. Je sais pas s'il y aura la saison 2 un jour qui sera publiée en version physique ou non. En tout cas, ce que je sais, c'est que si ça sort pas en France, je pense que je me procurerai les tomes en anglais parce que c'est une série vraiment que je veux soutenir jusqu'au bout. Et je termine avec This Must Be Love, qui est une nouveauté de l'année 2025 qui est sortie au mois de janvier, si je me trompe, qui a été une très belle surprise, tout simplement parce que c'est une nouvelle maison d'édition. Moi, j'ai tendance à préférer les trucs fantastiques à part Let's Play. Et là, on est sur une jeune fille des années modernes qui va se retrouver projetée dans les années 80 et elle va se retrouver confrontée à son chanteur favori qui lui a donné la voix, la vocation d'être elle-même chanteuse et de terminer animatrice radio, etc. Sauf qu'en la rencontrant, le tube qu'il a écrit ne va plus exister, donc elle va se remettre en tête de ne pas quitter les années 80 tant qu'il n'aura pas écrit cette fameuse chanson qui lui a donné envie de devenir une idole. Et voilà, c'est un titre qui est extrêmement nostalgique et qui est très poétique aussi dans sa manière d'écrire. J'aime beaucoup le style de dessin qui est un peu aquarelle, un peu pastel. J'apprécie énormément ce côté-là. Et voilà, en fait, je l'ai mis là juste vraiment parce que je m'attendais tellement pas quand je l'ai acheté. Je le revoyais très souvent en occasion, je le voyais très souvent revendu et je me dis il doit pas plaire pour que je le vois autant. Et moi, ça a été un très gros coup de cœur, donc je suis vraiment ravie de l'avoir découvert.
N'hésitez pas à vous plonger dedans. En plus, je crois que c'est une série qui n'est pas très longue. Je crois qu'elle va pas aller au-delà de 6 ou 7 tomes. Donc c'est, on va dire entre guillemets, on sait où ça va, contrairement à des séries comme Seule la mort attend la vilaine par exemple, où je pense qu'on va être sur une trentaine de tomes si on continue sur ce rythme. On enchaîne cette fois avec les suites de séries qui m'ont le plus marqué, avec tout d'abord la lecture du tome 7 et même aussi du tome 6 de Unsung Cinderella que j'ai fait en début d'année, que j'ai absolument adoré. C'est un manga que je recommande à toute personne. Pour moi, tout le monde doit lire ce tranche de vie qui suit une infirmière en milieu hospitalier. C'est extrêmement touchant en fait de voir le milieu médical, comment ils s'attachent à leurs patients, comment ils les traitent, les différents patients qu'ils peuvent avoir, les différents caractères auxquels ils font face. Voilà, c'est une lecture qui est poignante, qui est touchante, parce qu'on se laisse forcément attendrir par certains patients, parce que parfois on a envie de se révolter contre le système qui parfois est injuste. Voilà, et notamment sur le tome 6 et 7, on a des tomes sur la maternité et sur les vaccins pour les enfants, qui m'a vraiment plu. J'ai beaucoup aimé comment c'était abordé à l'intérieur. C'est des tomes qui sont assez lourds à lire parce qu'il y a énormément d'informations. L'autrice s'est vraiment beaucoup renseignée. Il y a vraiment beaucoup de termes médicaux à l'intérieur qui sont détaillés, expliqués. Et ce qui fait qu'il y a un côté un peu éducatif aussi dans le titre, qui fait que pour moi, Unsung Cinderella, c'est un énorme coup de cœur, même si malheureusement la série n'est pas vraiment mise en avant sur le catalogue Meian. Du coup, il n'y a pas de tome qui est sorti depuis très longtemps, à mon grand désarroi. Donc j'attends avec impatience la suite, parce que je crois qu'on est déjà au tome 14 au Japon. Et je désespère de un jour pouvoir continuer cette série qui est un de mes titres favoris, je pense, de ma Mangatech. Ensuite, il y a deux nouveautés de l'année dernière, donc de l'année 2024, qui étaient sur mon podium. Je crois que Couteau et Piment Vert était un premier, et je crois que Anna et le Prince d'Argent était troisième. Et bien, leurs suites qui sont sorties cette année me conquis encore plus que les premiers tomes que j'avais pu découvrir en 2024. Anna et le Prince d'Albion, c'est un titre qui prend en puissance tome après tome. C'est fou comment c'est un page turner incroyable cette série. C'est vraiment une lecture qui te tient en haleine tout du long, et à chaque fin de tome tu es en mode mais quand est-ce que sort le prochain, je ne veux pas attendre. Donc voilà, donc ça c'est une série dont je parle déjà beaucoup au quotidien, donc je vais assez vite. Pareil pour Couteau et Piment Vert, qui lui pour le coup a un côté beaucoup plus tranche de vie, beaucoup plus tranquille, mais je suis tellement attachée à nos personnages. J'aime tellement aussi la période à laquelle ça se déroule, vu que c'est dans les années 50. J'ai pas encore le tome 7, je suis pas à jour sur la série malheureusement, mais ça ne saurait tarder, parce que cette série, quand il y a un tome qui sort, je suis obligée de me précipiter dessus également, bien que ce soit dans un tout autre registre. En tout cas, ça mélange cuisine, place de la femme, différents âges, mariage arrangé, adoption d'enfants. Voilà, il y a vraiment plein de thématiques qui sont abordées, et de manière très naturelle. Ce qui fait que ça passe comme une lettre à la poste, c'est absolument génial. Le tome annuel de Magus of the Library, cette année on était sur le tome 8 et il était plein de rebondissements, mais un truc de dingue, je m'y attendais tellement pas. Magus of the Library, c'est un tranche de vie plutôt tranquille où on suit un jeune garçon qui évolue dans un univers où il y a plusieurs races. Il y en a une qui est vachement discriminée, qui est bien sûr la sienne. Lui, son rêve, c'est de devenir bibliothécaire dans la plus grande bibliothèque du monde. Au tome 8, attention je spoil, il est effectivement Kahuna dans cette fameuse bibliothèque, et il est élève pour savoir dans quel secteur il va être placé. Donc voilà, ils sont en train d'apprendre plein de choses dans la bibliothèque. Et là, on va rentrer dans une ère un peu de complot, de gens qui en ont marre que la bibliothèque s'accapare, entre guillemets, le choix des livres publiés, le choix des livres qui sont mis à disposition, etc. Et du coup, ça part un peu en conflit. Je m'y attendais pas, mais c'est passionnant, c'est toujours une belle aventure à suivre. Magus of the Library, c'est sûr que c'est dans mon top 10 pour la vie. Donc j'attends mon prochain tome en 2026 avec énormément d'impatience. Et ensuite, on est sur deux séries très classiques chez moi, avec le tome 34 de Black Butler et le tome 21 de Undead Unluck.
Bon bah Black Butler, ce tome 34 était magistral, tout simplement déjà parce que le dernier arc qui est actuellement proposé par l'autrice est sublime. Il est si bien écrit, c'est le meilleur arc pour l'instant que on a pu avoir dans Black Butler. Et ce tome 34 monte encore en intensité avec des rebondissements, avec des ennemis insoupçonnés. Voilà, c'est Black Butler. Ça peut paraître un peu bizarre au premier abord quand on lit les premiers tomes à cause de cette ambiance gothique, etc. Mais l'univers proposé et surtout les arcs qui ont été écrits sont absolument fous et s'améliorent. Comme l'Atelier des Sorciers, tome après tome, l'autrice arrive à monter la barre un peu plus haut à chaque fois et je suis tellement triste qu'il n'y ait pas plus de tomes qui sortent par an, mais voilà, l'autrice là elle avait mis la série en pause, mais elle a repris cet été. Donc peut-être un tome 35 sortira l'année prochaine. En tout cas, j'espère qu'un jour je verrai le dénouement de cette série qui est excellente. Bon, et pour le coup, Undead Unluck, je sais que je verrai son dénouement vu que la série est terminée en 27 ou 28 tomes, je me rappelle plus exactement. En tout cas, dans l'année 2025, il y a plusieurs tomes qui sont sortis, mais le 21, tout particulièrement, c'est vraiment la meilleure suite que j'ai pu lire dans Undead Unluck, tout simplement parce que on avait un peu atteint, alors pas un plafond de verre, mais il y avait une sorte de statu quo qui était présent dans les tomes précédents, et dans le tome 21, ce statu quo est enfin brisé, il y a enfin des personnages qui reviennent, et ça fait que, en termes de satisfaction, ce tome était vraiment très haut, donc j'étais obligée de le citer dans les meilleures suites de mon premier semestre 2025. Et je termine cette vidéo par 5 intégrales que j'ai lues au premier semestre 2025 et qui ont été des épopées, des aventures dans lesquelles j'ai adoré me plonger. Tout d'abord, il y a eu la découverte de Fire Force en manga. J'avais acheté quelques mangas il y a très longtemps quand j'étais au lycée, vraiment je crois les 5 premiers. Après je m'étais tournée vers l'animé qui était d'une qualité tout à fait incroyable, hein. Franchement la saison 1 elle est folle, même si la qualité baisse un petit peu après. Et en manga, j'avais peur que ce soit moins bon, et finalement, je me suis enquillé les... je crois que c'est 34. Les 34 tomes en... je sais pas, deux semaines, je crois. J'ai mis à tout lire, et c'était vraiment très bon, surtout sur le rythme. Je trouve que le récit était très bien rythmé. C'est un très bon shonen qui a vraiment sa place parmi les meilleurs. Sans aucun doute, et qui m'a fortement donné envie de lire Soul Eater, que je n'ai toujours pas sorti de ma pile à lire, mais j'espère que ce sera fait d'ici la fin de l'année. Ensuite, en 30 tomes, j'ai enfin sorti Sawako de ma pile à lire, vu que j'avais acheté l'intégrale au mois de juin de 2024, il me semble. Donc ça y est, je me suis fait une relecture, et j'avais vraiment peur d'être déçue par rapport à l'animé, qui est un manga un animé très nostalgique pour moi. Et en fait, le manga est encore meilleur, notamment pour son rythme, encore une fois, qui est meilleur que l'animé, je trouve. Alors, pour Fire Force, le rythme n'est pas meilleur que l'animé, mais Fire Force a des arcs extrêmement courts, qui fait que on a tout le temps envie de savoir la suite, et on n'a jamais de pause, entre guillemets, ou même les arcs d'entraînement, ils sont assez rapides, et du coup, on te relance vite sur une autre thématique. Sawako, les arcs sont beaucoup plus longs, mais il y a certains épisodes que je me rappelle que je trouvais un peu longs, et là ça allait beaucoup mieux dans le manga, ce qui fait que je l'ai préféré. Et c'est tellement plaisant de suivre nos personnages de la seconde à la terminale et de voir l'évolution incroyable qu'ils ont. L'écriture des personnages est un très bon point fort pour cette romance. C'est pas le genre de couple que je préfère parce que c'est très doux, mais malgré tout ça a réussi à me mettre une claque et je m'y attendais pas. Donc Sawako, c'est vraiment une romance que tout le monde devrait lire. Ensuite, j'ai découvert Noragami, assez récent, vu que je crois que j'ai commencé la lecture au mois de juin et que je l'ai terminé au mois de juillet, si je me trompe pas, des 27 tomes de Noragami. C'est un manga dont j'entendais énormément parler et je savais pas trop pourquoi, le synopsis me faisait pas particulièrement envie. Finalement, l'univers est vraiment enchanteur, les personnages sont bien écrits, on a encore un très bon rythme dans les arcs qui sont quand même relativement courts, sauf pour le dernier qui là prend plus de temps mais qui vraiment a une autre ampleur comparé aux autres arcs. On sent vraiment que c'est le moment final. Franchement la tension était incroyable sur ce dernier arc.
Par contre, les premiers tomes sont vraiment durs, je trouve. C'est assez dur de rentrer dans l'univers. Franchement, les 5 premiers tomes, et là pour le coup, c'est vraiment les 5 premiers tomes, je me suis limite ennuyée. Ou en tout cas, c'est sûr que pendant les premiers tomes, je me suis vraiment dit, je ne suis pas sûre de continuer. Et je crois que c'est vraiment le tome 6-7 qui m'a entre guillemets un peu sauvée, où là on était sur l'arc avec Bishamon. Et là, ça m'a vraiment intéressée. Et après, la machine était lancée. Donc, j'ai attendu beaucoup trop longtemps en fait pour découvrir Noragami, qui est vraiment très très bien et sous-coté. Et j'aimerais vraiment que y ait la suite de l'anime qui sorte. Comme ça permettrait que d'autres gens s'y intéressent. Encore un peu de romance avec cette fois l'intégrale de Jardin secret en 10 tomes que j'ai lu au début de l'année 2025. C'est tout doux, c'est tout pipou, c'est vraiment la série que je ne pensais pas aimer et qui a finalement réussi à dégeler mon petit cœur. C'est vrai que les romances un peu douces peuvent parfois me rebuter parce que parfois je peux m'ennuyer. Et je sais pas pourquoi il y en a certaines qui arrivent à me happer totalement, comme Sawako, comme là le Jardin secret, qui en plus le Jardin secret je trouve le fait très bien en seulement 10 tomes. C'est pas long, parce que c'est vrai que moi j'aime pas, enfin c'est pas que j'aime pas, c'est juste que mettre 30 tomes pour se tenir la main, mettre 30 tomes pour qu'il y ait une véritable évolution, non. Moi l'évolution je veux l'avoir assez rapidement, et dans Jardin secret, c'est fait de manière très naturelle, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on se concentre pas mal sur les sentiments du garçon également. Même parfois c'est le garçon qui est un peu plus gêné que la fille. Et ça fait juste un couple absolument trop choupi que j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas, Jardin secret, c'est une grosse recommandation en termes de romance. Et je termine cette vidéo avec, je pense, une série que pas grand monde doit connaître. Il s'agit du Secret de l'Ange, qui est une série terminée en 4 tomes de chez Akata. C'est une série que j'avais sur ma wishlist depuis des années, vraiment des années. Et une fois que je l'ai acheté, je l'ai laissé 1 an dans ma palle, je crois, quelque chose comme ça. Alors qu'au final, c'est vraiment une très très belle découverte parce que ça mélange plusieurs choses que j'apprécie tout particulièrement, vu que ça mélange de la romance, du mystère et du drame. On suit une jeune fille où sa maîtresse est décédée lorsqu'elle était jeune, et un de ses camarades de classe a été accusé du meurtre, tout simplement. Et un jour, quand elle va se rendre sur la tombe pour rendre hommage, elle va rencontrer le frère de cette fameuse professeure qui enquête toujours sur la disparition de sa sœur, sur comment ça s'est produit, etc. Et du coup, on va suivre un peu leur enquête, du pourquoi, du comment. Ils n'ont pas forcément le même objectif de base, mais au final, ça va les rapprocher, etc. Et on va suivre vraiment le mystère qui plane autour de cette mort. Et il y a plein de rebondissements, malgré que ce soit que en 4 tomes, et j'ai absolument adoré tout ce qui se passait à l'intérieur. Bref, moi qui voulais faire une petite vidéo chill, finalement j'ai filmé pendant plus de 45 minutes, donc ça reste une vidéo assez longue finalement. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos recommandations, les choses que vous avez découvertes également au premier semestre 2025, je vous lirai avec plaisir. En tout cas, je suis très contente de tourner avec ce nouveau setup, etc. Donc j'espère que ça vous plaira également. J'espère qu'on se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!